14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Bruno Clavier aujourd'hui et nous évoquons donc les abus sexuels sur enfants et on vous invite bien sûr à réagir sur Sud Radio. Hélène, merci de prendre la parole. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Oui, merci de me donner la parole. Merci pour votre émission. Il est important d'en parler toujours et encore. Eh oui, bah oui. Tant que ça ne s'arrêtera pas, on en parlera. C'est ça. Et donc oui, mon expérience à moi, effectivement, j'ai subi depuis petite fille, mais j'ai mis des années à parler. Pour pas dire mais j'ai eu peur d'en parler dans le milieu familial. Je savais que si j'en parlais, intuitivement, parce qu'effectivement, enfant, on s'explique pas ça. C'est après plus grand qu'on prend conscience que si j'en avais parlé, j'aurais été complètement rejetée. Ce qui s'est passé, même après des années. Mais vous avez, vous ne l'aviez pas occulté. C'était... Non, moi en revanche, chaque fois que je croisais mon grand-père maternel et mon frère aîné, systématiquement, j'avais ça devant les yeux. Systématiquement. Voilà. Mais je l'ai quand même mis bien au fin fond de mon ventre, je dirais. Voilà. Parce qu'il s'agissait des deux, c'est ça, d'après ce que vous dites ? Des trois, mon papa aussi. Ah, le papa aussi, d'accord. Ouais. Oui. Voilà. Mais le papa... Et pourtant, c'est votre grand-père maternel. Ça veut dire que des deux côtés de la famille... Des deux côtés, des deux côtés. Des deux côtés. Et voilà, et par peur d'être rejetée, je n'ai rien dit. Et ça s'est quand même passé, parce qu'effectivement, quand je l'ai dit, évidemment, tout le monde s'est ligué contre moi, voilà. Mais avec un gros travail personnel, j'ai réussi quand même à avoir le retour de ma maman. Aujourd'hui, je suis réconciliée avec ma maman alors que je m'étais fâchée avec elle. Et aujourd'hui, elle a conscience. Et elle fait un travail. Malgré son âge, elle fait un travail justement pour... c'est beau, ça. Ouais. Oui, c'est très beau. Ouais, franchement. C'est pour ça que je tenais à témoigner, parce que le lien se fait et c'est ma maman, avant qu'elle quitte cette terre, qui prendra la parole et qui mettra les choses en place dans la famille, qui remettra les choses à leur place. Votre témoignage est intéressant en effet, parce que ça montre que vous protégez finalement votre famille en vous taisant. Et puis, au moment où vous parlez, évidemment, comme souvent, on vous rejette. Votre maman, quand vous en parlez, elle donc, j'entends bien, c'était trop dur pour elle de l'entendre. C'est pour ça qu'à votre avis, elle vous a rejeté ? Oui. Et puis, c'est son fils aîné. Et son fils aîné, vous savez, dans les mamans, le fils aîné, le premier enfant, c'est le Dieu. Oui. C'est le Dieu vivant, quoi. Ouais. Et je savais que c'était son Dieu vivant à ma maman, et comme j'avais beaucoup d'admiration pour elle, et je ne pouvais pas faire cette démarche. Mais il est arrivé un moment où je ne pouvais plus. J'avais une telle souffrance en moi. Je voulais tellement qu'elle sache que j'étais victime et que ma violence, elle venait de là, quoi. Ma souffrance et ma violence, parce que j'ai été effectivement dans une violence assez... Je suis quand même aussi clairvoyante et clairaudiente, si vous voulez. Donc évidemment, j'avais les mots, j'avais les mots pour casser les gens, mais sans vraiment exprimer le pourquoi du comment. Et votre maman, elle a été victime aussi ? Oui, c'est ça, ma maman, elle a eu 10 enfants et elle n'a subi que le viol conjugal. Oui. Et son papa, qui moi, avec moi, est passé à l'acte, il l'a violée par le regard. Ce qu'a fait mon propre père sur moi. D'accord, par le regard, mais peut-être plus quand même, elle se souvient peut-être pas. Alors, non, je l'ai beaucoup fait parler. Non, il ne l'a jamais touchée. Oui. Mais en revanche, jusqu'à l'âge de 15 ans, elle m'expliquait, ma maman, il n'y avait pas de salle de bain chez elle. Donc ça se passait dans la cuisine, dans un grand bac. Ma grand-mère remplissait une grande bassine devant l'évier, et ma grand-mère la lavait. Et ma mère était toujours très gênée, parce que mon grand-père était dans la cuisine, assis au bout de la table, et assistait à la douche. Assister. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, sa mère l'obligeait à la laver. Non mais c'était fou. Excusez-moi, et vous, ça a commencé à quel âge ? 3 ans. 3 ans,
D'accord. Mon Ça, grand-père m'a fait ses premiers attouchements. Alors après, j'ai compris qu'il fallait que je me défende toute seule. Il ne m'a jamais plus touché. En revanche, il se masturbait. Il ouvrait la porte de la chambre, regarde, il se masturbait. Dans le sous-sol, ils étaient très souvent chez mes parents, puisque les grossesses se sont enchaînées, les naissances aussi. Donc ma grand-mère venait aider sa fille. Donc c'était quand même régulièrement, chaque fois que mon grand-père avait des vacances, donc c'était la masturbation. J'ai passé les vacances chez eux, il y avait un grand jardin qui était en contrebas de la maison. Ma grand-mère me forçait à aller arroser le jardin, mais j'avais plaisir, parce que moi je ramassais les fraises, les pommes de terre, les haricots verts, tout ça, j'avais beaucoup de plaisir, sauf que je savais que mon grand-père était systématiquement dans la cabane en train de se masturber quand j'arrivais. Voilà quoi. Alors je m'en allais en courant au fond du jardin, chercher le seau pour arroser, mais bon, ça n'empêche quoi. Oui. Voilà. Donc, je me suis toujours échappée, mais il a toujours essayé. Rien ne fermait à clé chez mes parents. Il n'y avait aucune intimité. Oui, c'est caractéristique ça. Hein. D'ailleurs, moi je le préconise toujours. Je dis c'est pas normal. Fermer les toilettes, fermer les salles de bain. Déjà. Ah ouais, franchement, ouais. Quand même. Franchement, ouais. Quand même. Ah oui, quand même. C'est la moindre des choses. Avoir son intimité, rien que pouvoir s'enfermer, c'est déjà important. C'est déjà important. Voilà, ce qui n'existait pas. Voilà. Mais les choses sont en train de se remettre en place. Voilà, ma maman va commencer un travail thérapeutique parce qu'il faut qu'elle prenne de la distance avec ses émotions, mais elle est prête. Et ma maman a 86 ans aujourd'hui. Wow. Elle veut le faire. Oui, ça c'est quand même, enfin je veux dire, bravo Hélène, hein, parce que, mais Ouais. on sent chez vous une belle énergie, quoi. On sent que malgré tout, alors je ne dis pas que vous n'avez pas souffert et Si, oui, c'est pas ce que je veux dire, mais le résultat c'est aujourd'hui, quoi. Voilà. Et ça c'est aussi un message positif, hein, parce que on peut aller bien. Par contre, dites à votre maman, dites à votre maman d'y aller doucement, par contre, hein, parce que comme elle est dans la thérapie, il ne faut pas qu'il y ait des gros dossiers qui ressortent, parce qu'elle est quand même. Non, mais la thérapeute avec qui je l'envoie travailler, c'est une thérapeute avec qui j'ai travaillé. Croyez-moi, elle m'a exceptionnellement très très bien accompagnée. Avec beaucoup de douceur. Je ne serais pas là aujourd'hui si elle n'avait pas été là. Merci à elle. Je serais passée à l'acte du suicide, si vous voulez. Donc non, franchement, si je l'amène vers cette thérapeute, c'est que j'ai confiance. Et à travers, la thérapeute connaît bien mon histoire, donc à travers ça, elle va pouvoir amener ma maman à se libérer. Elle est très forte, cette fille. Et c'est bien votre maman qui a eu envie de faire cette thérapie. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tout en discutant avec elle, ça fait plus d'un an qu'on se reparle, qu'elle m'a vu évidemment évoluer et aller bien. Donc ça lui donne envie. Voilà. Donc moi je lui pose les choses, mais après c'est son choix à elle, ça lui appartient. Sans doute qu'elle a envie d'être en paix avec elle-même avant de partir, et c'est chouette. C'est joli, ouais. Oui, je voulais dire à ce propos, vous avez parlé du suicide, hein, un autre chiffre de la CIVI, c'est 2 personnes sur 3 qui ont été incestées feront une tentative de suicide. Hein. C'est très important qu'on puisse le savoir. Oui, 2 personnes sur 3 personnes qui ont été agressées sexuellement, 2 feront une tentative de suicide. C'est les chiffres. Oui, et puis s'ajoute à ça les prises de risques. C'est des gens qui vont conduire très vite, vont prendre des risques dans leur vie. De la drogue, l'alcool, des choses comme ça. La drogue, l'alcool, oui, j'ai fait ça, bien évidemment. Mais c'est pour anesthésier la souffrance, hein, qui parfois d'ailleurs n'est pas complètement consciente, mais il y a une sorte de mal-être qu'on ne sait pas trop d'où il vient et on s'anesthésie par la drogue, l'alcool, etc. J'ai dit toujours à mes copines quand je sortais, bon moi je suis une grande danseuse, j'adore danser et j'aurais aimé faire une carrière de danseuse professionnelle d'ailleurs, qui m'a été, et donc je sortais pour danser, mais je disais aux copines quand je buvais, je disais non mais moi je bois pour oublier, allez hop un verre, pousser l'autre. Oui. Mais bon, mais aujourd'hui j'ai plus besoin de ça. Écoutez, en tout cas votre bonne humeur est contagieuse, bravo, merci. Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil, comment bien embrasser entre adultes, évidemment, c'est le Love Conseil du jour. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien, Bruno Clavier, le Love Conseil, comment bien embrasser? Alors évidemment, embrasser, ça demande pas tellement de technique, mais ça demande une belle écoute de l'autre. Le baiser, c'est un moment particulièrement intime et révélateur de notre capacité à être en bonne relation avec l'autre, à être au diapason en quelque sorte. Et ça va se voir dans la manière dont il ou elle va se tourner vers vous, le corps, les épaules et surtout le visage. Et je trouve que quand on embrasse quelqu'un, on devrait être très réceptif à la position de son corps et tout particulièrement de son visage. Alors dans ce Love Conseil, je vous propose d'abord de bien regarder et puis de poser délicatement les lèvres sur la bouche et commencer à faire bouger vos lèvres et pas immédiatement essayer d'introduire la langue parce que pour beaucoup ça peut être vécu comme une intrusion, hein, une langue qui pénètre dans une bouche, c'est une intrusion et c'est déjà d'ailleurs un abus quand ce n'est pas consenti. Alors, on peut ensuite murmurer quelque chose à l'oreille et puis embrasser le dessus de la lèvre. Je crois que c'est vraiment important, notamment lorsqu'on ne se connaît pas encore très bien, parce que les premiers baisers, c'est une manière d'être sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai qu'avec un tout petit peu d'expérience, lors des premiers baisers, on peut savoir si on va avoir affaire à un amant qui nous conviendra ou pas. Donc, allez-y doucement, après avoir pris soin évidemment de vérifier votre haleine, mais bon, c'est toujours mieux de le dire. Les petits mordillements sont pas forcément les bienvenus, c'est pareil, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Et puis surtout, ne vous laissez pas emporter par votre enthousiasme. Et puis ce que je voulais vraiment signaler aux hommes, évitez les baisers baveux, style escargot, parce que j'ai encore jamais connu une femme qui aimait ça. Il paraît même que c'est signe des harceleurs sexuels. Alors ça, je ne sais pas, mais en tout cas, les baisers baveux, franchement, évitez. Et puis, vous pouvez embrasser, mais n'hésitez pas à dire à votre partenaire, notamment à une femme, eh bien maintenant, si tu m'embrassais comme tu aimerais être embrassée, ça sera une belle manière de savoir ce qu'elle aime. Voilà, c'était le Love Conseil du jour, Bruno Clavier. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bruno Clavier qui est avec nous, Sophie. Bonjour Bruno. Bonjour. On vous écoute, allez-y Sophie. Alors, je crois que je vais témoigner sur la capacité à être, la possibilité d'être entendu quand on était victime d'inceste. Je vous donne un petit peu de contexte. J'ai grandi dans une famille de 6 enfants, donc 5 filles et un garçon. Oui. Et nous avons toutes été victimes d'inceste de la part de mon père, de notre père. Donc moi, officiellement, j'ai pas été victime d'inceste. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis la plus petite et j'ai le sentiment d'avoir grandi sous une chape de plomb parce que grandi avec le sentiment de savoir sans savoir. Vous voulez. Donc je crois que déjà toute petite, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert. Évidemment. Ce qui est fou dans ce que vous racontez, c'est comment votre mère peut ignorer que ces 5 filles sont abusées par son compagnon. Écoutez, comme j'en ai parlé une fois à un psychiatre que j'étais allée consulter, que je remercie d'ailleurs chaleureusement, et je suis d'ailleurs j'ai arrêté d'aller le voir parce qu'il m'a énormément énervée, parce que je lui ai parlé de ma mère, et je lui ai dit d'ailleurs ma mère n'a jamais rien su, et il m'a arrêté tout de suite, il m'a plus ou moins envoyé paître, et il a très bien fait, il m'a expliqué que les mères savent toujours. Voilà. Donc pour ceux qui auraient des doutes, je crois que les mères savent toujours. Vous êtes d'accord avec ça, Bruno Clavier ? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'elles sont dans le déni. Elles savent, mais elles savent pas qu'elles savent. C'est ce que je veux dire. Oui, voilà. On s'est compris. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire, ça s'appelle le déni. Hein. C'est ça. Et oui, il y a une part d'elle qui sait, mais une autre ne veut pas le savoir. Et en particulier, c'est quelque chose que je répète moi à chaque fois. Très souvent, elles ont elles-mêmes été abusées. Donc, j'ai une phrase un peu triviale. Je dis qu'elles servent la même soupe à leurs filles qu'elles ont déjà mangée. Donc, pour elles, elles-mêmes, elles se mettent en position d'être dans le déni parce que ça leur ramène leurs propres affaires. Donc, en fait, la solution est de rien voir pour elles et de rien voir pour leurs filles, tout en voyant. C'est ça qui est compliqué. C'est un petit peu comme l'infidélité. On sait qu'il y a parfois oui. On a tout pour le savoir, mais en fait, on ne veut pas le savoir. Voilà, c'est un peu ça. Voilà.
Excusez-moi, hein, Sophie, c'est surtout pour que tout le monde comprenne bien dans ce genre de choses qui sont tellement complexes. Oui, c'était évident quand on est dedans. Mais... Et il n'y a pas eu de... Enfin, je veux dire, vos sœurs, vous en avez parlé ensemble ou pas ? Alors, on en a parlé très tardivement, c'est-à-dire que moi, la première fois où j'en ai officiellement pris connaissance, je crois que j'avais 22 ans. Mais bien sûr, avec du recul, je sais que j'ai toujours su. Mais voilà, officiellement, ça m'a été dit à 22 ans, quelque chose comme ça. Et si vous voulez, moi, ça a eu un impact tellement grand sur moi que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse quand j'avais 7 ans. J'ai fait une névrose. J'avais peur de m'empoisonner. Donc, je pouvais plus avaler ma salive. Je crachais tout le temps dans mes manches. J'avais des petits mouchoirs partout. Je ne pouvais plus rien manger qui avait touché mes mains parce que mes mains, forcément, étaient sales et empoisonnées. Donc, j'allais mourir. Oui, mais la symbolique est énorme, hein, Sophie. Voilà, sûr. Merci Brigitte. Et donc, j'avais peur d'aller en forêt parce que j'étais terrifiée par les amanites phalloïdes. Voilà, j'étais toute petite, mais j'avais des lèvres. Voilà. Et donc ça a pris des proportions absolument dramatiques. Et on m'a donc envoyé consulter, mon médecin de famille m'a envoyé consulter une psychiatre, pédopsychiatre. Celle-là, je ne la remercie pas. Qui s'est entretenue avec moi et qui m'a mise sous traitement pendant 1 ou 2 mois avec du Largactil, je sais plus quoi, avec la belladone. Faire taire le symptôme, quoi. Exactement. Un traitement de cheval. Ça a bien marché. J'étais complètement anesthésiée pendant 1 mois et puis petit à petit j'ai recommencé à manger et puis on a pu se dire que ouf, ça va bien. Donc elle, voilà, on parlait de ne pas croire les enfants. Alors moi, je ne me suis pas ouverte à elle de quoi que ce soit, mais enfin quand même, un pédopsychiatre qui voit arriver une gamine avec ces symptômes-là, on pourrait espérer un petit peu de Oui, vous avez évidemment que vous avez raison, Sophie. On pourrait espérer, mais peut-être qu'elle-même a été abusée et qu'elle était dans le déni. Moi, c'est un petit peu ma première impression, comme ça, c'est ce que j'aurais envie de dire. Et puis peut-être que pour d'autres raisons qui la concernent, elle était ignorante, parce que c'est ce que vous dites aussi dans un livre, Bruno Clavier. Il y a beaucoup de gens qui devraient savoir, qui devraient reconnaître un enfant qui a été abusé et qui pourtant passe à côté. Tout à fait. Là, ces caractéristiques, c'est des phobies, c'est une sorte de névrose obsessionnelle. Et tout ça vient pas de nulle part. Donc là, il faut enquêter. Il faut regarder de quoi il s'agit. C'est ce qu'il aurait fallu faire. C'est ça. Et donc, ça a été un petit peu balayé sous le tapis. Et donc ensuite, je me souviens quand je devais avoir 13 ans, et là, c'était mon tour, entre guillemets. Et un jour, je vois mon père débarquer dans mon lit, très gentiment, parce que tout s'est toujours fait sans violence, que je sache. D'ailleurs, c'est ce que mes sœurs m'ont dit aussi. Ça n'a jamais été... il n'y a jamais eu de coups, excusez-moi Sophie, mais on ne peut pas accepter qu'il n'y ait pas eu de violence, vu que c'est quand même très violent d'abuser de sa fille. Excusez-moi, Sophie. J'entends ce que vous dites, bien sûr, mais on est obligé quand même là Pour m'expliquer, parce que je sais que c'est des choses qui vont faire hurler plein de gens. L'inceste, c'est toujours inexcusable, c'est toujours inacceptable, et il s'agit absolument pas de trouver d'excuses à celui qui le commet. Voilà. Mais c'était pour dire que c'est pas une. C'était bien ça d'ailleurs qui m'a un peu cloué sur place, parce que je me sentais moi-même coupable de rejeter ces avances-là. Enfin bon, bref, il s'est couché à côté de moi, il a commencé à me caresser, et c'est un blanc. Après, je ne me souviens de rien, sauf que je me souviens alors je ne sais pas si ça s'est passé dans la foulée ou le lendemain, très peu de temps après, j'ai eu une syncope, j'ai fait une crise d'épilepsie qui a effrayé tout le monde. On m'a emmené consulter un autre psychiatre qui lui non plus n'a rien vu, et qui m'a mise sous traitement. Et suite à ça, je n'ai plus jamais été inquiétée par mon père, ça a très bien marché, il a eu très peur et il m'a fichu le paix, royalement. Ce qui a amené mes sœurs à dire que toi, tu n'as jamais rien connu. Je m'excuse là immédiatement, je vous dis que c'est faux. Ce que vous décrivez, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est évident. Ce que vous décrivez, c'est très classique du traumatisme. Il y a un blanc, puis ensuite un symptôme énorme comme une crise d'épilepsie. Vous avez donc été incesté comme les autres.
Voilà. Mais peut-être qu'une seule fois ou 2 fois. Une fois, c'est. Mais ça suffit. On est bien d'accord. Une fois suffit. Hein. Vous avez été. Non, c'est important que vous récupériez ça. Je vous le dis parce que vous avez commencé par dire ça et je vois bien que c'est compliqué. Non, il faut l'affirmer. Et puis alors là, vos sœurs, faut aller les voir et leur dire non, j'ai été incestée. Oui, il y en a à qui je ne parle plus justement pour cette raison-là, parce que j'ai le sentiment de ne pas être reconnue. Je trouve ça extrêmement injuste. Et donc, alors moi, ce qui me fait hurler, c'est que j'ai donc été vue par un neuropsychiatre qui s'est pas non plus inquiété de la chose, qui m'a mise sous traitement, et je suis restée sous traitement quand même pendant 13 ans. J'ai tenu la malade de service. Fallait pas que je regarde les feux d'artifice, fallait pas que je regarde la télévision, il fallait pas que je prenne la pilule, il fallait pas que. Et enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas de toute façon, et je m'en porte pas plus mal. Et c'est quand je suis tombée enceinte, je suis allée consulter un autre psychiatre, et lui je le remercie aussi, qui m'a fait un examen et qui m'a dit: mais qui vous a dit que vous étiez épileptique? Je lui ai dit: tout le monde. Il me dit: mais jamais de la vie. Il me dit: vous avez jamais été épileptique, vous avez peut-être eu un épisode, mais vous m'arrêtez le traitement tout de suite, vous n'y touchez plus. Excellent. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que je me suis dit je vais mourir. Tout le monde me dit qu'il faut absolument pas. Il m'a dit non, je vais vous prescrire du Lexomil pendant 1 semaine. Et si après ça vous avez des petits coups de panique, vous savez quoi, prenez un petit whisky. Voilà. Et j'ai suivi ses conseils et ça va très bien. Donc j'en déduis que la crise d'épilepsie c'était strictement en lien avec ce qui se passait à la maison. C'est très fréquent, hein. Voilà. Et ça me rassure d'entendre ça parce que entendre parler les gens, c'est pas l'impression que j'ai. Et vous pouvez faire confiance à Bruno Clavier, hein, il est. Vous savez, dans mon dernier livre, je montre à quel point il y a une méconnaissance et une lacune dans tous les corps médicaux qui s'occupent justement qui ont rapport avec des personnes à qui il est arrivé tout ça, que ça soit je dis même les psychologues, les psychanalystes et les psychiatres. C'est-à-dire que je dis il faut qu'il y ait une information généralisée dans les formations à la fac partout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais moi j'ajouterais, indépendamment même des abus sexuels, un enfant qui va mal, qui fait des crises de je ne sais quoi, ou qui il y a forcément derrière de la maltraitance ou en tout cas de la souffrance. Je ne sais pas si un enfant il est pas naturellement il va pas naturellement mal. Parfois, je parle sur le plan psychologique. Oui, mais sur le plan psychologique, des fois il y a ce qu'on appelle le transgénérationnel qui fait qu'il est porteur des symptômes des parents. Des parents, bien sûr. Il y a ça aussi. Oui, c'est-à-dire, il lui est rien arrivé, mais il est en train de fabriquer une affaire qu'il faut quand même démêler. Bien sûr, il faut quand même essayer de l'aider à démêler ça pour qu'il puisse aller mieux. Excusez-moi aussi, je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus et tout ça, mais comme vu tout ce que vous décrivez à partir de 7 ans, il faut penser qu'il y a peut-être eu quelque chose avant. Hein. Vu les symptômes que vous avez. Vu les symptômes que vous avez à 7 ans, il faut se poser la question. Oui, mais le problème, c'est que personne n'a été témoin de quoi que ce soit, ou alors ils ne veulent pas en parler. Et moi, je n'ai aucun souvenir. Donc, oui, c'est ça. C'est la question. Mais ça peut se travailler quand même. Comme je disais, on n'a pas de souvenir, mais on a de la mémoire. Voilà. Oui, ça peut se travailler. Et donc il y a une dernière chose que je voudrais dire. Et puis vous savez Sophie, j'entends bien que c'est compliqué avec vos sœurs. Certainement qu'elles vont mal, elles sont peut-être en colère contre vous, je ne sais quoi. C'est leur histoire. Ne prenez pas leur réaction négative vis-à-vis de vous comme argent comptant. Chacun a sa croix dans cette famille visiblement et portez la vôtre simplement et essayez de vous en libérer. Hein. Oui, mais ça m'amène à ce que je voulais dire si j'ai encore une petite minute. Oui, bien sûr, Sophie. Alors, encore une fois, l'inceste est inexcusable. Je ne cherche d'excuses à personne. Je vais être très claire là-dessus. Hein. Je ne comprends pas ce qui s'est passé dans le sens où, pour moi, c'est juste pas concevable. Ceci étant dit, il y a beaucoup de choses de mon enfance que j'ai adorées et je refuse de penser je refuse de tirer un trait sur toute cette partie-là de ma vie sous prétexte que j'ai vécu des choses horribles.
il y a certaines choses que j'entends conserver parce qu'elles me font du bien. Bien sûr, oui. Et y compris avec mes parents. Et je me heurte à un mur d'incompréhension quand je dis ça, parce qu'on me rétorque que je n'ai jamais été aimée, qu'on m'a menti, qu'on m'a manipulée pour ça aussi. Alors donc que j'ai été manipulée, je le sais. Que ce qui a été fait est absolument inacceptable, je le sais. Il n'empêche pas que mes parents étaient humains et que dans leurs éclairs d'humanité, ils avaient des choses très positives que moi, je tiens à conserver. Et ça m'amène à ma conclusion suivante, c'est que si vous voulez, ce qui a dénoué vraiment la chose pour moi, c'est d'abord, mais j'ai mis près de 50 ans quand même à parvenir à ce point-là. Je me suis rendu compte que j'avais été victime, que mes sœurs pouvaient dire ce qu'elles voulaient, mais moi, j'ai été victime aussi. Et j'ai également vécu des choses. Voilà. Mais j'ai mis longtemps. Quand j'ai pris conscience de ça, je suis rentrée dans une colère noire à l'égard de mes parents, ce qui était un petit peu un mauvais... pas le bon moment parce qu'ils déclinaient fortement à cette époque-là et je me dis que j'aurais voulu être un peu présente pour eux parce qu'ils perdaient la tête et c'était vraiment pas le moment de régler mes comptes, mais bon, je les ai réglés à ce moment-là. C'est l'étape normale d'une prise de conscience, de passer par cette colère. Voilà, c'est ça. Donc j'étais très 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 en colère et une fois que j'ai eu le sentiment d'épuiser cette colère, quoi, si vous voulez, parce que je me suis tellement lâchée que j'ai eu le sentiment que de plus avoir quoi que ce soit à sortir. Et un jour, je me suis dit, mais et si je les pardonnais? Parce que finalement, eux aussi, ils ont connu des choses, certainement des abus dans l'enfance, comme vous le dites. Je sais qu'ils ont eu une vie très dure aussi. Alors, je ne leur cherche pas d'excuses, je tiens à préciser ça, je ne leur cherche pas d'excuses. Mais je reconnais ce qui peut être, peut-être pas louable, mais appréciable chez eux. Et je me dis que je leur dois cette petite partie parce qu'ils m'ont aussi donné de la sécurité. Ils m'ont pas donné que de l'insécurité. Ouais. Je pense que si j'arrive à aimer quelqu'un maintenant, c'est aussi que moi j'ai reçu de l'amour, sinon je serais pas capable. D'ailleurs, je dois dire que je suis assez fière j'ai l'impression d'être la seule dans ma famille, être capable d'avoir une relation normale avec un homme, normal, de confiance, d'amour, de sécurité, voilà. Un petit peu une exception. Et donc ça, je le sors de quelque part. J'ai cette impression-là. Et donc je les ai pardonnés, mais je les ai pardonnés vraiment de bon cœur. Je me suis, j'ai pris toute la mesure de ce que ça veut dire quand on parle de pardon, le pardon chrétien, pardonner nos offenses comme nous pardonnons, etc. Quelque chose qu'on récite un petit peu, voilà, comme ça, c'est une litanie. Et quand on prend conscience de ce que c'est, on se rend compte que c'est pas facile de pardonner. Si on veut pardonner à quelqu'un qui nous a piqué 50 €, ça va, c'est facile. Si on veut pardonner à quelqu'un qui nous a réellement offensé dans notre chair et dans notre âme, et dans ça, c'est oui, très mais dur. Sophie, vous dites une chose que qui me touche beaucoup parce que vous dites quoi? Vous dites que c'est l'amour qui sauve de tout et le pardon, c'est de l'amour qu'on se donne d'abord à soi-même. Et en effet, vous avez raison. Cette part de vous qui a eu ce qu'elle avait besoin quand même pour pouvoir aimer et pour pouvoir tenir debout, c'est bien de la reconnaître. Et puis c'est votre vérité et personne n'a jugé de votre vérité. Donc bravo. Merci de ce témoignage en tout cas. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'ajouter quelque chose, Bruno Clavier, dans une seconde après la pause, je vous redonne la parole, bien sûr. D'accord. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous et je rappelle ce livre dans lequel vous expliquez pourquoi tant de psychiatres, etc. ne sont pas à la hauteur. Ce livre s'appelle « Ils ne savent pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles ». C'est aux éditions Payot. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous comprendrez mieux. Bruno Clavier, vous voulez réagir au témoignage de Sophie, peut-être? Oui, c'est-à-dire, c'est cette question du pardon. J'aurais pu lui dire oui, le pardon, mais pas trop vite, parce que quand même, je dis ça parce que je connais aussi des thérapeutes qui, au bout de 3-4 séances, disent bon maintenant il faut dire pardon. Non. Oui, il faut. Elle a fait enfin voilà, elle l'a fait après. Elle l'a très bien dit. Elle a dit après sa colère. Elle a sorti sa colère. Bon.
Et je pense que si elle a cette question de pardon, je pense que qu'elle se pardonne à elle-même déjà, quelque chose, et que évidemment la complexité de l'inceste, c'est qu'il y a de l'amour. Ça serait tellement simple s'il n'y avait pas d'amour. Mais la complexité de ce problème, c'est que ce sont des gens que vous aimez, qui vous tuent. Et vous les aimez même après, quand même. C'est compliqué. Voilà, il faut qu'on le dise, c'est les difficultés psychologiques. Oui, c'est toute l'ambivalence même de l'enfant qui forcément aime ses parents et qui subit le pire qu'il puisse subir de la part de ses parents. Il y a une sorte de règle humaine, on n'est rien sans sa famille. Donc comment rejeter complètement, c'est compliqué. Donc elle l'a très bien dit, elle avait besoin de garder sa bonne part qu'elle a eue de ses parents. Moi je comprends tout à fait. Bien sûr qu'on comprend. Linda, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bruno Clavier. Linda, merci de témoigner. Vous aussi, vous avez été donc abusée quand vous étiez enfant. Oui, tout à fait. Je vous remercie de me donner la parole sur le sujet parce que me concernant, j'ai fait une amnésie traumatique jusqu'à il y a 1 an et demi. Et du coup, j'ai beaucoup de difficultés à digérer les choses. Oui, vous êtes en plein dedans, comme. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça a conditionné beaucoup de choses dans ma vie et je comprenais pas pourquoi. C'est ce que j'ai une carapace physique au niveau du poids. J'ai du mal à construire des relations avec des hommes. J'ai vécu avec un pervers narcissique. J'ai subi du harcèlement scolaire et en fait, quand c'est remonté, j'ai compris pourquoi j'avais tant de difficultés aujourd'hui, même avec mon image de moi, ma confiance en moi. Tout ça est très très difficile et à la fois j'ai été soulagée de pouvoir comprendre ce qui m'arrivait et à la fois c'est très difficile aujourd'hui pour moi de traverser et les 2 personnes qui m'ont fait subir ça sont décédées. Aujourd'hui, mais pour le coup, de pouvoir parler à votre émission, ça me permet aussi de dire publiquement ce qui m'est arrivé, et c'est une forme de thérapie pour moi. Mais merci de participer, Linda. Oui, je voulais vous demander 2 personnes, vous voulez pas les nommer? Si, bien sûr, c'est un grand-père et un oncle. Un grand-père maternel? Alors c'est le mari de ma grand-mère maternelle. Oui, c'est ça, ça arrive souvent ça. C'est le beau-père de ma mère. Hein. Ils n'ont pas de lien de sang, mais c'est le beau-père de ma mère. Et l'oncle, c'est le mari de ma tante. Et de la tante maternelle. Non, du côté de mon père cette fois-ci. Ah, cette fois, des 2 côtés, d'accord. Voilà. Et pour le coup, je la soupçonne de savoir et de ne rien dire. Et ça, c'est compliqué aussi. Et vous avez pu, dans la mémoire qui vous est revenue, dater? Parce que normalement, on peut dater quand la mémoire remonte. Vous savez à quel âge? Pour moi, c'était aux alentours de 4-5 ans. Et ce qu'il faut savoir dans mon histoire, c'est que ma mère aussi a subi des agressions sexuelles au même âge. Donc, il y a aussi du transgénérationnel. De la part de son beau-père? Donc de la part d'un oncle à elle et quelques années plus tard de la part de son beau-père effectivement aussi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça se reproduit. Ça se reproduit et puis surtout effectivement. C'est l'âge, 4-5 ans. Enfin moi je martèle ça. Pensez bien que les abus sexuels sont principalement entre 3, 4 et 5 ans. Principalement les incestes. C'est ça qui est redoutable. Oui. Et qu'est-ce qui vous a permis de retrouver cette mémoire justement, Linda? Alors moi j'avais des images, en fait j'avais notamment une image qui m'a poursuivie pendant très longtemps de moi embrassant mon grand-père sur la bouche. J'avais 4-5 ans mais je me dis mais en fait avec le recul c'est lui qui m'a embrassé à 4 ans ou 5 ans. Je vois pas comment on peut embrasser son grand-père sur la bouche. Et l'élément déclencheur c'est ma cousine qui m'a appelé un jour et qui m'a dit il faut que je te dise quelque chose. J'ai vu que tu as été agressée et j'ai mes 2 cousines. Il y en a une qui a été agressée donc par mon oncle qui est son beau-père et mon autre cousine a été agressée par ce grand-père aussi. Donc tout est remonté il y a 1 an et demi quoi. Voilà, par cette libération de parole. Voilà, et vous êtes en travail thérapeutique?
Oui, ça fait 10 ans que je fais un travail sur moi et j'ai tendance à croire que les choses vous arrivent parce que vous êtes prêt à les recevoir et même si c'est difficile, ça explique grandement voilà mon histoire et une partie de ma vie. Et en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que ça fait 32 ans que je suis en prison. Je le dis vraiment comme ça, mais je veux pas prendre perpétuité, j'ai besoin d'avancer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous remercie encore de me laisser la parole et de pouvoir expliquer mon histoire. Je voulais vous dire aussi, quand on a des flashs comme ça, des images, c'est très très fréquent, ce genre d'images, en général, on a l'image d'une chose dont on peut se souvenir, ce qui n'exclut pas d'autres choses où on peut pas avoir d'image. Ce que je veux dire, je vous dis ça comme ça parce que ça fait partie du travail thérapeutique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être autre chose derrière en plus. Certainement même. Linda, restez avec nous, on va vous reprendre après les infos et on vous invite aussi, vous qui nous écoutez, si vous avez envie de témoigner, 0826 300 300. On se retrouve après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va continuer à parler de l'inceste en compagnie de Bruno Clavier, auteur de nombreux livres. Si vous avez envie de mieux comprendre, je peux vous conseiller notamment L'inceste ne fait pas de bruit. C'était aux éditions Payot également, je crois. C'est bien ça. C'est ça aussi, éditions Payot. Ouais. Alors justement, je voulais revenir sur la devise du jour. J'ai oublié tout à fait de l'évoquer dans mon sommaire, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est une émission qui est toujours un peu troublante. Je voulais parler de la confiance et de l'intuition qui sont un cercle vertueux. Et pourquoi c'est important de parler de confiance et d'intuition aujourd'hui ? Parce que je pense que ce sont des choses qui peuvent aider justement les personnes qui ont été abusées et qui se font un travail. Alors, la confiance qu'on a en sa propre intuition, c'est un peu le terreau qui va faire grandir son intuition. C'est-à-dire, plus on a confiance dans son intuition, plus on va avoir de l'intuition. Et plus on a de l'intuition, plus on a confiance en soi. Et c'est très important de bien comprendre ça, parce que l'intuition, c'est ce qui nous permet de deviner ce qu'on sait, en quelque sorte. Et dans un sujet comme aujourd'hui, je pense que avoir confiance en son intuition, ça peut permettre de gagner du temps dans ce travail difficile que l'on fait lorsqu'on a été abusé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors là, pour moi, l'intuition, c'est la part animale qui est forte, qui est pas du tout péjorative. C'est notre part animale qui nous permet de nous repérer, qu'on a toujours eu depuis l'aube de l'humanité. Et s'il n'y avait pas d'intuition, on serait peut-être même pas là, les humains. Il faut renifler ce qui va se passer, quoi. Exactement. C'est quelque chose qui n'est pas scientifique, concret, mais qui fonctionne très très bien quand on sait ne pas la confondre avec nos désirs, voilà. Bien sûr. Alors Linda, vous m'avez touchée quand vous m'avez dit que ça vous faisait du bien de témoigner, donc il était hors de question de ne pas vous laisser dire tout ce que vous avez envie de dire, et on est ravis de vous retrouver après les infos. Merci. Linda. Merci. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que moi j'ai une ou deux images qui remontent, mais par contre mon corps a parlé, et du moment où j'ai su, où j'ai eu l'information, mon corps n'a jamais cessé de me parler, et il me parle encore aujourd'hui par des douleurs, par souvent des envies de vomir, par le dégoût des choses. Et vous voulez dire que depuis que vous avez pris conscience de ce qui vous est arrivé, le corps parle plus, il se libère, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, il y a une forme de libération qui se fait au niveau du corps. J'en parlais la semaine dernière avec une amie qui vous écoute et qui m'a beaucoup parlé de vous. Et à un moment donné, j'ai évoqué le sujet et j'ai dû aller aux toilettes pour vomir, parce que tellement c'est insoutenable. Et ce qui m'est arrivé aussi, c'est que j'ai fait de la dépersonnalisation, c'est-à-dire que du coup, en fait, vous quittez votre corps parce que tout à fait. vous pouvez plus accepter l'inacceptable. Et ça m'est revenu il y a 10 ans et je comprenais pas pourquoi j'avais ce sentiment-là. Et en fait, de l'avoir su l'année dernière, le puzzle il s'est construit petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai besoin de laisser ça partir et de pouvoir reconstruire ma vie, parce que j'arrive à un âge où moi je ne voulais pas d'enfant, et aujourd'hui je me rends compte que j'en veux, parce que je ne voulais pas d'enfant parce que j'avais peur de leur faire du mal. Voilà.
Et toute ma vie a été conditionnée par ces incestes, en fait. Il est probable que de quitter le corps, c'est très fréquent. Là aussi, ça fait partie des symptômes très caractéristiques. En cas de traumatisme, on a même observé ça à la guerre, que j'avais lu un article là-dessus, que des soldats quittent leur corps au moment où ils sautent sur une mine ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est un système de protection que des enfants, quand ils sont abusés, et c'est presque, parfois ils se retrouvent au plafond. Alors c'est difficile à expliquer, mais il y a une partie qui est en bas, où des femmes violées ont décrit ça. C'est-à-dire que leur corps est en bas, mais elles sont au-dessus et elles regardent. Oui, c'est ça la sortie du corps. Et je voulais aussi vous rassurer par rapport à vos symptômes. Moi j'appelle ça une décristallisation. C'est-à-dire que à partir du moment où la mémoire revient, le corps va se mettre à faire du bazar. Mais c'est beaucoup mieux que quand c'est enfoui, parce que quand c'est enfoui, ça risque de faire des pathologies beaucoup plus dures. Là, ça décristallise, vous allez vomir, et puis voilà, quoi. Oui, ça évacue. Ça évacue, c'est-à-dire que c'est du nettoyage. C'est du nettoyage, ce n'est pas une pathologie. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis toujours, il vaut mieux savoir. Il vaut mieux savoir. Vous avez raison. Oui, vous avez raison, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était important pour moi de pouvoir en parler sur votre antenne, parce que comme je vous l'ai dit, j'aurai jamais justice parce que les 2 personnes sont décédées, mais j'ai besoin aujourd'hui de dire, voilà, il m'est arrivé ça, et je veux le dire au grand et à l'antenne, et dire, voilà, il m'est arrivé ça, et aujourd'hui, je veux plus que ce qui m'est arrivé mène ma vie. Empoisonne votre existence, absolument. Mais encore une fois, Linda, vous avez fait comme vous avez pu, et comme vous l'avez dit très justement, je pense que ça revient à la surface quand on peut. Peut-être qu'avant vous seriez écroulé. Et je reviens aussi sur ce que vous a dit Bruno Clavier avant les infos. On peut imaginer dans ce que vous racontez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui pour l'instant ne sont pas encore tout à fait comprises par vous, mais qui ont été peut-être encore plus dures parce que vous avez quand même visiblement beaucoup de choses qui laissent à penser ça. Mais moi, j'aime bien cette image, vous savez, Linda. Ça y est, vous avez entamé le chemin. Après, vous mettrez le temps qu'il faut mais qu'importe. Ce qui est important, c'est le premier pas quand on est sur le chemin, et vous allez vous libérer tout doucement, et la vie va avoir une autre saveur. Et ce qui est difficile pour moi, c'est d'avoir cette impression aujourd'hui d'avoir raté ma vie, d'être passé à côté de quelque chose. Et en même temps, je sais que voilà, quand ce qui nous arrive nous aide à avancer, nous rend plus forts, mais ce sentiment-là, il est quand même là. Vous avez quel âge, Linda ? J'ai 36 ans. Vous êtes toute jeune. Ça va. Vous savez, vous avez à cette émission, il y a beaucoup de femmes qui interviennent, qui ont déjà 60 ans, et elles peuvent peut-être dire ça, mais vous êtes toute jeune, vous n'avez rien raté. Vous commencez là. Oui, franchement, soyez confiante, parce que là, vous allez passer évidemment peut-être un petit peu de temps pas très agréable. Oui, ça va piquer, mais n'ayez pas peur. Mais franchement, vous savez, vous avez encore de belles années devant vous, et puis surtout, grâce à cette découverte que vous venez de faire et qui peut-être est un petit peu désagréable pour l'instant, vous allez surtout vous retrouver avec des belles années, parce que vous n'allez pas continuer à avoir des problèmes de santé ou choisir de mauvaises personnes. Je peux vous dire quelque chose. J'ai moi-même été abusé, donc je connais bien le processus, et je peux vous donner un conseil: ne paniquez pas quand ça va très mal. D'accord. Parce que vous risquez parfois d'être vraiment dans des états bizarres et très épouvantables. Gardez le cap et vous allez voir que ça va aller. Mais n'ayez pas peur. Faut pas avoir peur, parce que des fois il y a vraiment des trucs d'angoisse qui ressortent et tout, et ça pique, ça pique fort. Voilà. Oui, j'ai eu beaucoup de peur, et j'en ai lâché beaucoup. Mais il y en a d'autres qui vont venir, et n'ayez pas peur. D'accord. Bon. Je prends votre conseil. Voilà, je vous le dis, parce que quand on est tout seul et que ça remonte, c'est pas si simple. Non, et je l'ai déjà vécu et je l'ai déjà senti, et effectivement, c'est vrai, je parle toujours de puzzle, parce qu'en fait, il vous arrive des choses et vous comprenez pas. Oui. Vous comprenez pas. Moi, pendant très longtemps, j'ai pas ressenti, en termes de sexualité, j'ai pas ressenti grand chose. Et maintenant mon dernier partenaire, c'est la première fois que j'étais avec quelqu'un avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir, pour le coup. Mais je pense que c'est parce que aussi l'information est remontée.
parce qu'avant j'étais un peu en dehors de mon corps, et maintenant aujourd'hui, plus j'avance et plus je sens que je me reconnecte à mon corps. Je crois surtout, Linda, en tout cas c'est ce que je ressens à vous écouter, je crois surtout que vous avez envie de prendre une bonne revanche. Et ça, c'est positif. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie de profiter de la vie, et vous avez, je peux vous assurer, encore de belles années pour en profiter pleinement. Donc faites-vous confiance et allez-y. Oui, merci beaucoup. Merci à vous surtout, Linda. Merci, Linda. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant et on continue bien sûr à vous donner la parole. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Bruno Clavier. Merci à toutes celles et peut-être ceux, parce que malheureusement les hommes aussi sont abusés. Merci à toutes celles qui ont déjà témoigné, parce que c'est grâce à ces témoignages, plus que de longs discours, qu'on peut faire prendre conscience de la gravité des abus sexuels, et puis qu'il est temps que ça change, et qu'on en a forcément tous autour de nous, et que peut-être il est temps d'ouvrir les yeux. Marlène, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno Clavier. Bonjour. Alors tout d'abord Brigitte, je voulais vous dire, j'ai une profonde gratitude pour vous et merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Parce que grâce à vous, je pense que le monde pourra tourner un peu mieux, et en tout cas pour moi, vous m'avez beaucoup apporté, vous m'aidez beaucoup encore, et parce que parfois on n'arrive pas à trouver des thérapeutes ou des psys avec qui il y a une forme de confiance et de connivence, et en fait vous par rapport aux échanges, en écoutant aussi les autres et tout ça, ça fait avancer. Alors merci du fond du cœur. Je suis émue, mais je prends. Merci Marlène. Donc, moi je vous appelle. Vous pouvez parler, parce que je pense que Bruno Clavier est tout à fait apte à vous entendre et à vous comprendre. Merci. Je vous appelle parce que moi, ce qui me tue en fait une deuxième fois et encore plus violemment, en fait, c'est le doute. Alors, depuis que j'écoute l'émission, là, je me dis dans ma tête, mais je suis complètement folle, parce que je doute de mon histoire, de l'inceste, et à la fois, quand je regarde avec du recul, comme si c'est quelqu'un qui l'a raconté, je me dis, mais pourtant, elle raconte tout, quoi. Donc, moi, j'avais 5 ans. Apparemment, donc j'ai fait une grave anorexie à 14 ans, j'ai failli mourir parce que j'ai fait 35 kilos pour 1m77, et j'ai été élevée par mes grands-parents paternels. Donc j'étais toujours chez eux parce que ma mère m'a eu à 21 ans, elle n'avait pas confiance, et ma grand-mère en fait a eu 9 enfants, elle en a perdu un, et quand je suis née, elle avait que 43 ans, quoi. Et elle disait tout le temps que j'étais sa fille, que c'est elle qui m'élevait et tout ça. Et j'ai toujours, donc ma grand-mère, je l'appelais Madre, comme est espagnol. Et par contre, mon grand-père, c'était impossible, c'était Papi. Et en fait, je me souviens, j'allais dire très bien, je me souviens d'une scène où j'ai toujours voulu protéger ma petite sœur. On a 5 ans d'écart, je suis née et j'ai toujours fait attention à elle, en fait, qu'il la touche pas, et à ma cousine, parce que déjà pour moi à ce moment-là, c'est plus tard, avec la maturité, que je me suis aperçue qu'on pouvait aussi abuser des garçons, mais à ce moment-là, moi petite, c'était pas possible. Bien sûr. Et donc j'ai toujours fait attention que je protège en fait ma petite sœur, qui touche pas à elle, et donc je me donnais à lui. Et je me souviens d'une scène, en fait, parce que donc il gardait tous les petits enfants, où ils étaient devant la télé sur une couverture, c'était dans la salle à manger, il y avait cette grande table rectangulaire, lui il était toujours au bout, patriarche, et je voulais un sapin de Noël. Mais mes grands-parents ne faisaient pas de sapin de Noël, parce que dans la famille, il y avait 3 filles témoins de Jéhovah, enfin, c'est encore toute une histoire. Enfin, et je voulais un sapin de Noël. Et il m'avait dit, si tu veux un sapin de Noël, viens. Et en fait, je savais ce qui allait se passer, je suis allée, et il passait sa main sous mon pull, mon t-shirt, et il me caressait la poitrine. Et on va dire que ça, je m'en souviens bien, ou très bien, mais maintenant je me dis, et après il y a des choses que je me souviens pas,
Mais je sais que ça a été très compliqué, mes premières relations sexuelles, que me toucher, même encore jusqu'à pas longtemps. Et je fais un travail sur ça. Je me mets dans un autre état de conscience quand j'ai un rapport, en fait. Je ne supportais pas qu'on me caresse la vulve et la poitrine. Et ce qui m'a fait déclencher l'anorexie, parce qu'on a toujours dit que c'était de la faute de ma mère, mais ça a été un peu avant cet été, c'est que j'ai eu le souvenir d'un coup de mon premier petit copain, donc c'était juste avant, c'était à tout début de mes 14 ans en été, et le deuxième jour, en fait, il a eu ce même geste à passer la main dessous et à me toucher la poitrine. Et je crois que ça m'a fait disjoncter à l'intérieur. Et après, je suis tombée dans l'anorexie. Et en fait, ça m'a fait ce déclic avant cet été. Je sais pas pourquoi. Mais alors, qu'est-ce qui vous fait douter, Marlène ? Je me dis que c'est pas possible. Et en fait, quand j'ai reçu un message par SMS en 2016 de mes tantes, donc une sœur de mon père, qui m'a dit, moi je te crois parce que moi aussi. Et là, mais c'était juste avant Noël, et ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Moi, j'ai protégé sa fille, j'ai protégé ma sœur, je me suis donnée à lui. Et elle a pas dit. Et ça a été que par message. Et après, elle m'a dit, t'as pas le droit d'en parler, c'est mon père, tu vas salir sa mémoire, je te raye de ma vie. Et donc, j'ai été écartée de toute ma famille, alors que pour moi, c'était mes frères et sœurs et tout ça. Et quand ma sœur, j'ai transféré, parce que ma mère ne m'a jamais cru, ma sœur ne m'a jamais cru. Et quand j'ai transféré ce message à mes parents et à ma sœur, plus tard, ma sœur, donc ma mère a fait une très grave dépression et elle est toujours sous traitement et je m'en veux. Mon père, 2 ans après, a déclenché un cancer et pour moi, je suis responsable aussi. Et mon père a dit à ma sœur, mais il n'a pas voulu en parler avec moi, mais je savais, elle m'en avait parlé à 5 ans. Et qu'il lui avait dit que c'était la tradition. Et donc, il a fait confiance à son père, il lui a dit... et moi, il m'avait envoyé un message après mon père en me disant mais je sais, j'ai vu, j'ai su. Et après, des fois, il change de version. Enfin bon, j'ai vu, j'ai su, mais je suis allée lui parler. Il m'avait dit que c'était la tradition et je pensais qu'il referait pas. Mais je pense, Marlène, d'abord, il va falloir que vous fassiez aussi un petit travail sur la culpabilité parce que je pense que vous n'êtes pas pour grand-chose. Vous avez été la victime avant toute chose. Et ce que j'entends surtout, c'est que vous êtes encore une fois dans une famille tellement dysfonctionnelle que c'est là où vous avez du mal à tirer le fil, si je puis dire, parce que vous avez autour de vous des personnes qui sont pas aptes à communiquer. Alors on sait, Bruno Clavier, que dans les familles c'est toujours très compliqué parce qu'il y a ceux qui mentent, il y a ceux qui veulent pas voir, il y a ceux qui. Mais quand j'avais 18 ans aussi, j'avais écrit une lettre à mon grand-père. Et en lui disant tout ça, tout ce que j'avais ressenti, pourquoi et tout. Et il me répondait pas. Et donc je suis allée le voir, et il m'a mis avec lui dans la salle de bain. Et il m'a dit, est-ce que ta grand-mère elle a vu ça? Je dis, non, je sais pas, si tu as pris la lettre, non, quoi, si elle n'était pas ouverte, non. Oui, tu te rends compte, si elle avait vu, comment tu peux dire ça? Je suis ton grand-père, mais enfin, je t'aime, il faut plus jamais en parler. Il a jamais voulu dire oui. Et même jusqu'à la veille de sa mort, je l'ai appelé par téléphone. Oui, mais quand il vous dit il faut jamais... Excusez-moi Marlène, mais quand il vous dit il ne faut plus jamais en parler, c'est un aveu, il me semble. Oui. Alors, la difficulté... Vous êtes en thérapie en ce moment ? Non, parce que... Non. Je vous dis ça pourquoi? Parce que en plus vous avez parlé des psys, je crois. Parce que les psys, à un moment aussi, on m'a dit oui, on peut inventer des fausses. Voilà, c'est pour ça que moi ça m'a détruite. Oui, je suis. Ça m'a tué je suis en guerre avec ça. Et vous voyez par exemple ce que vous amenez, c'est un cas tellement fréquent. Moi, je le dis tout le temps, une anorexie qui démarre à 14 ans. Moi, je suis systématique. Je dis, il faut aller chercher un abus vers les 3, 4, 5 ans. Vous voyez, donc ça correspond exactement. Il m'avait hospitalisé. Et le chef du centre, je voulais faire un saut en parapente. Il m'avait dit que j'avais un problème parce que tous les gens qui voulaient faire ça, c'est qu'ils avaient des problèmes suicidaires. Alors oui, je m'étais sclarifiée. Oui, mais les sclarifications vont avec tout ça. Et ce que vous avez dit, c'est très important parce que je vais vous le dire. Enfin, c'est des choses même qui étaient enseignées à la fac. À la fac, on enseignait que l'anorexie c'était la faute des mères. Oui. Et moi, j'ai passé un examen à la fac comme ça. Et c'est tout seul après, en tant que psy, que j'ai découvert le rapport entre l'anorexie et les violences sexuelles et l'inceste, surtout un inceste précoce. Et c'est très classique, les filles commencent à faire de l'anorexie à 14, 15, 16 ans, quand elles ont été abusées vers 3, 4, 5 ans, parce que la sexualité remonte et qu'évidemment, il y a un conflit
Vous voyez, vous l'avez très bien dit. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il a peut-être pas fait que ça, parce que vu les symptômes que vous avez décrits, vous vous souvenez de la scène du pull, mais il y en a peut-être d'autres dont vous seriez amnésique. C'est ça que je veux dire. Mais c'est ça, en fait, qui bouffe, qui ronge et qui me tue, oui. quoi. Et c'est pour ça que le doute va avec l'amnésie. Le doute, c'est parce qu'on est amnésique. Donc, comme on n'a pas toutes les images, des fois, j'ai l'impression qu'il est dans la douche, qu'il me regarde. Bien sûr. Il est là encore. C'est pour ça que je vous parlais de travail thérapeutique, mais avec des personnes absolument, des thérapeutes qui sont au clair avec ça. C'est-à-dire qui prennent en charge. Et à la fois, je n'aurais jamais pu porter plainte contre lui, même de son vivant ou même là, parce que sinon je cracherais sur moi. C'est quand même c'est mon sang et c'est grâce à lui que je suis aussi là, en fait. Et c'est compliqué. Et il m'a donné aussi de l'amour parce que il y avait d'autres côtés où il était gentil, quoi. Oui. Ah oui, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a témoigné de la même chose. Oui, c'est ça qui est horrible et c'est ça qui fait beaucoup d'autodestruction. En fait, j'ai peur de l'amour. Et vous savez ce que c'est ma plus grande peur ? C'est de ne pas savoir aimer. Je crois toujours que j'aime pas assez ou que je ne sais pas aimer, quoi. Et vous aimez, Marlène ? Pas vraiment, je crois. C'est peut-être par là qu'il faut commencer, C'est par là qu'il faut commencer. Vous avez fait déjà beaucoup de choses et il faut continuer, bien sûr. Mais je pense qu'il faut apprendre. Il faut apprendre aussi. Mais pourquoi tous ces psys, comme encore dernièrement, j'ai écouté ce matin en plus, Boris Cyrulnik, qui disait que justement on peut inventer des faux souvenirs. Alors, moi je vous réponds tout de suite. Moi je suis en guerre contre ça. Je suis vraiment en guerre sur l'histoire des faux souvenirs. Justement, on va faire une pause et puis vous allez réagir, Bruno Clavier, parce que c'est un peu je crois que c'est en effet important de mettre les pieds dans le plat. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors exceptionnellement, quand on parle des abus sexuels, ça bouleverse un petit peu le programme. Exceptionnellement, on va pas faire de sexe au conseil, mais on va plutôt revenir sur justement le petit coup de gueule de Bruno Clavier. Marlène, je crois que c'est important de réagir. Si vous me permettez, je vais vous donner une anecdote sur cette question des faux souvenirs. Je reçois donc tous les jours des mails, des mails, des coups de téléphone, mais surtout des mails de femmes qui me disent j'ai tel symptôme. Et puis il y en a une qui m'envoie un mail et je lui dis écoutez, vous avez 4-5 marqueurs, je pense que vous avez été abusé. Alors il dit ok, puis elle m'a renvoyé un mail après, elle dit j'ai été voir un psychiatre qui a dit mais ce qu'a dit monsieur Bruno Clavier est absolument juste, vous avez été abusé, mais comme je ne veux pas créer de faux souvenirs, nous ne travaillerons pas là-dessus. Voilà ce qu'elle m'a écrit dans le mail. Donc ce que je veux dire, cette question des faux souvenirs, évidemment que il faut du temps pour les thérapies, que la mémoire revienne, ça se compte en années, ça se compte pas en semaines. Bon, mais on doit retrouver ces souvenirs. Enfin, je crois, et qu'à un moment, on a des moyens de savoir qu'ils sont pas faux. C'est ça que je voulais vous dire, et je trouve pas normal qu'on dise il y a des faux souvenirs, et sous ce prétexte-là, on va pas aller travailler, ce qui pourrit la vie des gens d'une façon incroyable. Voilà ce que je voulais vous dire. Tu as inventé ça. Justement, vous l'avez pas inventé. Et puis Marlène, vous avez quand même décrit des symptômes qui sont des marqueurs, si je puis dire, d'abus sexuels. Mais vous savez ce qu'on vous répond ? Aujourd'hui, on dit tellement de choses et vous lisez tellement de choses que vous redites. Mais moi, je peux vous dire, étant donné que... Ça devient terrible, donc pour ça qu'aujourd'hui, on peut pas croire non plus la parole de certains des enfants, et pourquoi on s'en sortira jamais si ça. Et moi, je peux vous dire qu'à vous écouter, je vous crois 100%. En plus, vous êtes là, vous n'êtes pas en train de raconter des trucs incroyables. On sent votre doute même. Et le doute fait partie du truc, puisqu'il y a de l'amnésie, vous comprenez ? Donc... moi, je vous crois. En tout cas, j'imagine que Brigitte aussi. Oui, je vous rassure, Marlène. C'est tout à fait clair. Je vous crois et faites-vous confiance. Ouais. Faites-vous confiance. Vous savez, j'étais allée jusqu'à l'astrologie pour voir si dans mon thème astral c'était inscrit. Alors, souvent, dans le thème astral, il y a des choses qui se... Et on m'a dit que oui. Et quand j'ai fait la synastrie avec mon grand-père, c'est affolant. Oui. Moi, je me souviens avoir vu dans le thème d'une femme quelque chose de cet ordre-là, et quand je lui en ai parlé, elle me l'a confirmé. Alors, je lui ai pas dit évidemment de but en blanc, vous avez été abusé, mais je peux vous confirmer que
Oui, il y a des choses. Mais ce qu'il laisse à penser, puisque vous en parlez, Marlène, et peut-être que ce message va vous aider à ne plus douter. On n'a pas un destin au sens où tout est écrit, mais on arrive dans des familles où malheureusement on risque de subir ce genre de choses. Et si on le subit, eh bien, ça fait partie, si je puis dire, du potentiel du thème. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Et donc, à partir de ce moment-là, c'était un peu écrit en quelque sorte, mais ça veut dire aussi que si ça vous est arrivé, vous pouvez en faire quelque chose et continuer, et de tout aspect négatif, parce que c'est évidemment un aspect négatif dans un thème quand on risque d'être abusé, tout aspect négatif est un potentiel magique. Je veux écrire un livre depuis que j'ai mes 14 ans, mais j'ai peur en fait, j'ai peur de tuer ma famille. Écoutez, elle n'a pas hésité à vous tuer, Marlène, donc vous pouvez leur renvoyer la balle. Et puis, qu'est-ce que vous avez... Enfin, je ne sais pas quelles sont vos relations avec votre famille, mais est-ce que vous avez beaucoup à perdre? Je me suis écartée. Je suis partie géographiquement, je ne pouvais plus les autres. Donc vous n'avez pas grand-chose à perdre puisque vous vous êtes éloigné, et l'écriture fait partie des thérapies qui peuvent aider. Ça m'aide beaucoup, oui. Mais en même temps, je pense dans ce que vous dites, et je pense que Bruno Clavier va être d'accord avec moi, je pense que vous avez besoin quand même de vous faire aider. Voilà, faudrait-il trouver mais il faut trouver, voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment trouver quelqu'un et que ça soit sans appel. C'est-à-dire que dès qu'un thérapeute vous dit je vous crois pas, il faut partir. C'est même pas la peine. Il y a double sanction aussi, c'est que financièrement il faut pouvoir. Bien sûr, et on nous fait encore payer, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et je trouve ça injuste. Voilà. Mais l'écriture, c'est déjà pas mal. Oui, l'écriture, c'est déjà pas mal. Et puis, vous savez, vous allez peut-être imaginer qu'on sache pour la famille. D'un côté, c'est compliqué, mais de l'autre côté, vous allez peut-être protéger d'autres personnes, parce que sinon, ça va continuer à l'intérieur de la famille. Comprenez que ça se perpétue, ces choses-là. Tandis que si on met un petit éclairage, eh bien, ça va être moins facile. Voilà, Marlène, ce qu'on peut vous dire, voilà. On va continuer à donner la parole aux auditeurs et aux auditrices puisqu'ils sont là, qu'ils témoignent. Donc, on retrouve Marc qui est avec nous. Merci Marc de témoigner. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour à Bruno. On m'avait dit qu'on me posait une question pour te témoigner. C'était surtout la question par rapport à la maturité sexuelle à l'âge de 15 ans. D'accord. Bon, je pensais qu'on redonnait la parole à des personnes qui voulaient témoigner justement sur les abus. Donc, excusez-nous, Marc, exceptionnellement, on va zapper le pour ou contre. Et puis, on le retrouvera demain, évidemment. Et on va donner la parole, du coup, à Céline, je crois, c'est ça ? J'essaye de suivre. Non, Marlène, on l'a remerciée et on donne la parole à... je sais pas... c'est bien ça. Donc on donne la parole à Céline. Bonjour Céline. Oui. Bonjour Céline, excusez-nous, on vous a fait un petit peu attendre. Oui. Donc c'est votre beau-père aussi qui a abusé de vous. C'est quand même incroyable le nombre de fois où c'est le grand-père ou le beau-père, Bruno Clavier. Oui, très souvent. À force d'écouter, je peux commencer à donner les... Et souvent les beaux-pères, ils diront quand ils se font attraper et tout, c'est pas de l'inceste, parce qu'ils estiment que le beau-père, ils ont pas de sang en commun, voilà. Et donc ils se disent, c'est table ouverte, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les punir aussi, parce que ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait là. C'est de l'inceste, même si c'est le beau-père, même légalement dans la loi, par la loi. Évidemment. Merci Céline. Oui, merci. Allez-y, on vous écoute. Oui, on vous écoute Céline, allez-y, qu'est-ce que vous avez envie de... Pardon, bonjour. C'est que je vous entends très mal. Oui, moi j'ai été violée effectivement par mon beau-père de mes 11 ans à mes 16 ans. Je dis viol maintenant, mais en fait, à ce jour, je sais toujours pas si j'étais consentante ou non.
Et j'ai Alors, 51 ans. Quoi. Céline, je vous arrête tout de suite. À 11 ans, on est sous l'emprise de toute façon et on ne peut pas être consentante. Hein. Je veux dire, c'est clair. Soyons clairs. Hein, et la loi là-dessus est également très claire. Hein. 11 ans, vous étiez de toute façon victime d'un adulte qui profite de son ascendant sur vous pour et qui abuser. est en position d'autorité. Le souci, c'est que j'ai jamais su dire non. J'étais même plus en manque. Enfin, vous voyez, c'était, je sais pas, en fait. Oui, mais c'est en ce sens, Céline, c'est en ce sens qu'il a d'autant plus abusé de vous, puisque vous étiez visiblement en demande affective. Vous demandez de l'affection et il vous prend du sexe. C'est quand même, c'est pas tout à fait le même langage pour reprendre un terme de Ferenczi. De Ferenczi, oui, du psy Ferenczi, oui. L'enfant demande de l'amour et on lui donne du sexe. Donc c'est pas ce qu'il voulait. Vous comprenez ? Oui, mais voilà, le souci c'est que j'ai quand même quelques perturbations dans ma vie sentimentale où j'ai pas confiance aux hommes ou voilà quoi. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez fait des thérapies ? Oui. J'ai beaucoup évolué déjà, mais il y a quand même beaucoup de reste. Hein. Alors parfois, c'est intéressant quand même de voir s'il n'y a pas une antériorité. Violaine Guérin qui venait ici avec Brigitte Lahaye pour des émissions, on disait ça aussi. Il faut faire attention, il peut y avoir des antériorités. Ce que je veux dire, c'est que avant 11 ans, est-ce qu'il vous serait arrivé quelque chose avec quelqu'un d'autre ? Avant 11 ans, il me semble que quand j'étais vraiment très 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 petite, j'ai mon grand-père qui avait les mains baladeuses. Ben voilà. Vous voyez, c'est pour ça. C'est vraiment, je vous le dis, parce que c'est ça qui explique cela. C'est-à-dire que si à 11 ans, vous êtes justement, entre guillemets, consentante, hein, puisque c'est ce que vous avez laissé entendre, c'est pour ça que, en fait, très souvent, il y a une antériorité, et c'est un peu comme si la petite fille qui a 3, 4, 5 ans, on lui apprend à faire du vélo, elle sait faire du vélo. Et après, l'enfant est sidéré à 11 ans. Donc ça serait intéressant que vous travailliez sur cette question du grand-père, parce que là, là je vous entends, ça me parle. Les tripotages par le grand-père, oui. Oui, ça paraît cohérent, Céline. Vous savez, quand on a 4 ans et qu'un homme qui fait partie de sa famille nous tripote, on croit que c'est normal. Et à partir du moment où la graine de toxique est plantée dans votre corps, à 11 ans, vous êtes consentante. Vous croyez être consentante, parce que encore une fois, c'était pas le cas. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous pouvez travailler en thérapie avec quelqu'un justement qui est prêt à travailler là-dessus, hein, on parlait tout à l'heure des faux souvenirs, là c'est pas un faux souvenir. Vous avez dit j'ai été tripoté par mon grand-père. Vous allez peut-être dénouer des choses actuelles, parce que c'est ça qui était antérieur à ce qui s'est passé avec le beau-père et qui doit encore vous travailler. Voilà, c'est ce que je vous propose, hein, comme idée. D'accord. Parce que ça a beaucoup d'importance. Hein. Je peux même dire, alors ça a de l'importance à l'âge de 11 ans, hein, mais à 4-5 ans, on est marqué à vie, quoi. Hein, et même par des attouchements. De toute façon, les attouchements, c'est une catégorie pénale. C'est un inceste, c'est tout, et c'est un viol aussi, quelque part, même s'il n'y a pas de pénétration. On est d'accord. Et puis Céline, je le dis aussi parce que je l'ai pas dit depuis le début de l'émission, mais je vais le rappeler, votre beau-père, ok, mais votre mère, quelque part aussi, ne vous a pas protégé, ne vous a pas défendu. Donc c'est aussi ça qui est douloureux et qui ajoute au traumatisme. C'est des traumatismes que j'essaie de soigner justement parce que c'est le manque de confiance. C'est par rapport à ça, c'est que ma mère m'a pas défendu en fait. Au contraire. Elle m'y a envoyé, en fait, avec lui-même. Donc, excusez-moi, c'était le grand-père maternel ? Non, vous parlez du beau-père, là. Non, mais avant, quand vous avez parlé de votre grand-père ? C'est mon beau-père. Oui, mais avant, vous avez parlé de votre grand-père quand vous étiez petite. Oui, mais mon grand-père, ma mère, il y avait mon grand-père quand j'étais petite, parce que ma mère, on y allait et on allait. Oui, et c'était c'est le père de votre mère. Mais je n'ai jamais rien dit, la mère. Oui, mais est-ce que c'était le père de votre mère ? Ah, pardon, excusez-moi. C'était le beau-père de mon père. Ah, de côté paternel, le beau-père de votre père, d'accord. Ok.
D'accord. Non, oui. Bon, écoutez, Céline, on sent que c'est encore très très douloureux et que ça vous encombre à tel point que vous pouvez pas avoir une vie affective, amoureuse. Oui, j'ai beaucoup évolué, mais le souci c'est que j'ai quand même pas mal de blocages et un manque de confiance qui pourrit mes relations. Bien sûr, bien sûr. Vous avez un manque de confiance dans les hommes, c'est ça ? Oui, c'est ça, un manque de confiance. Pour moi, un homme, il ne peut pas être fidèle, il peut pas être carré. Il faut qu'il me réconforte tout le temps et même trop en fait. Je leur en demande beaucoup trop. Oui, mais vous avez aussi une mère qui ne vous a pas protégé, donc il faudrait peut-être déjà commencer à être votre propre mère dans un certain sens. Vous voyez, Céline, c'est-à-dire qu'il faut que vous appreniez à vous respecter, à poser vos limites et à prendre confiance en vous. Je parlais tout à l'heure de la confiance et de l'intuition. C'est tout ça qui va vous aider. Mais c'est parce que quand on attend trop des autres, c'est que on n'a pas encore suffisamment le socle solide en soi, vous voyez. Oui. Et ça peut se faire aussi par des tas de choses. J'aime bien quand Violaine Guérin, par exemple, parle des arts martiaux, du yoga, enfin, oui. tout ce qui va travailler sur le corps, ça peut vous aider, Céline. Prenez appui dans votre corps, que vous puissiez sentir quand ça fait bien, quand ça fait mal. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je suis vraiment en fait, quand je vais bien, je vais chercher la faille pour avoir mal. En fait. Voilà, c'est comme si vous n'aviez pas le droit d'aller bien. Hein. En général, c'est aussi une trace de l'enfance. Hein. C'est pour ça que je reviens sur cette question de l'enfance. C'est que l'enfant qui n'a pas été abusé va bien, globalement, à moins qu'il ait d'autres grandes misères. Hein. Mais il est heureux de vivre, il aime la vie et tout. Et puis tout d'un coup, il arrive cette catastrophe et il aura plus confiance dans la vie à partir de là. Et dès qu'il va bien, il se dit ça va revenir. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, exactement. C'est ça, dès que vous allez bien, vous vous dites ça va pas durer, et puis à la limite on préfère aller mal tout de suite, puisque de toute façon ça va pas durer et qu'on va en prendre un coup sur la tête encore. Et l'angoisse de ce qui va arriver, qui va nous faire mal. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et comme toujours avec vous, Bruno Clavier, ce sont des émissions un peu difficiles, mais c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, parce qu'il faut bien se dire que si on a autant de témoignages, différents certes, mais qui sont quand même tous des témoignages où généralement les premiers abus, c'est le grand-père à l'âge de 4 ans. 3, 4, 5 ans. Oui, ça veut bien dire que ça continue et qu'il y a quand même vraiment une prise de conscience indispensable. Valérie est avec nous maintenant. Bonjour Valérie, merci de réagir. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Voilà, moi je vous appelle en tant que maman pour une jeune fille qui a maintenant 30 ans et qui me pose plein de questions, qui me pose un questionnement en moi-même, c'est-à-dire que petite, nous pensions avec son papa et sa sœur que elle avait plus un problème hormonal parce qu'elle avait des sautes d'humeur, des montées enfin voilà, ce qu'on peut appeler des sautes d'humeur, tout le monde comprend ça. Et puis au fil des années qui passent, ça s'aggrave dans le sens où maintenant elle met quand elle discute avec nous, on dirait qu'elle se bat pour toutes les femmes de l'humanité.
et on sent qu'il y a quelque chose et elle ne se rappelle de rien. Elle est beaucoup en colère, hein, c'est ça, contre les hommes, contre les hommes. Pourtant, là, elle va arrêter une relation qui a duré pendant plus de 6 ans. Et en fait, elle nous fait peur parce que chaque fois que je l'ai au téléphone, chaque fois ça revient, c'est quelque chose. Alors, quand Bruno a parlé en début d'émission, je me sentais pas vraiment concernée par ça, mais quand il a parlé de 3, 4, 5 ans, on dit que c'est enfoui et que ça peut revenir, puisque moi j'ai eu des amis qui ont vécu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça explose et puis ça vous revient à la figure. Je voudrais pas lui faire perdre sa vie pour ça, et je voudrais répondre à ces questions-là, c'est comment on peut vraiment mettre le point dessus en disant bon, il faut vraiment qu'elle se fasse aider, mais comment et quelle approche on peut avoir, parce que même elle le sait pas. Justement, elle pardon. Oui, excusez-moi, je vous arrête. Mais est-ce que vous avez des soupçons vous-même qu'il lui soit arrivé quelque chose quand elle était petite? Ou elle en a? Alors, au vu de ce qu'elle nous dit, quand elle dit pas que c'est pour elle. Elle veut défendre les femmes en général. A compris, oui. Voilà. Mais je lui dis, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans notre proche famille? On ne sait jamais sûr de rien, mais on essaie avec sa grande sœur, parce qu'elle a une grande sœur, on essaie de tout penser, mais on n'était pas forcément là quand ça a pu se passer. On a simplement, moi j'ai peut-être une vague idée de 4-5 ans où on a eu un maçon qui est resté chez nous pendant un an et demi, qui était très porté, puisqu'il nous faisait toujours raconter plein de trucs. Et je me dis, il faudrait pas qu'il se soit passé quelque chose, qu'il soit pas forcément été gravissime. Il dormait chez vous? Enfin, il était dans... Non, mais il venait pendant... Il venait travailler. D'accord. Il venait travailler et je lui en ai parlé de ça. Je lui dis, mais est-ce que quand tu avais 4, 5, 6 ans, tu te rappellerais pas de quelque chose parce que plus grande, elle est suffisamment assez brillante. Alors, oui, mais Valérie, c'est compliqué parce que si elle est en effet sans se souvenir de rien, c'est pas, enfin, on peut pas comme ça dire les choses directement. Ce que vous dites, évidemment, cette colère, et elle signifie forcément quelque chose. Quand on est très en colère, en général, c'est qu'il y a quelque chose en soi qui a besoin de sortir. Mais malheureusement, j'entends ce que vous dites et je crains que vous ayez malheureusement raison. Mais je pense qu'il faut pas aller toucher quelque chose qui bien sûr. Vous voyez, c'est elle qui à un moment donné va peut-être pouvoir se souvenir, mais je pense qu'il faut être très 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 prudente. Bien sûr, mais ça m'a interpellée quand Bruno a dit oui, ça peut être dans des âges très très petits. Moi, je pensais pas que ça pouvait partir d'aussi loin et puis que malheureusement on puisse attendre. Alors moi, ce que je peux vous le dire, Valérie, je ne parle pas au nom de Bruno Clavier, mais je parle au nom de quelques psys qui viennent souvent et avec qui j'ai déjà évoqué ce sujet. Il est certain que toute cette vague de féministes très en colère contre les hommes, il y en a certainement chez certaines d'entre elles qui ont subi des abus dont elles ne se souviennent pas et que cette colère leur permet de survivre. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le cas de votre fille, on n'en sait rien. Ce que je veux dire par rapport à votre fille, d'abord il faut qu'elle-même prenne en charge ça. C'est vous qui appelez, vous voyez, donc c'est vraiment louable. Mais pour elle, c'est son chemin. Elle a 30 ans, hein, vous dites. Donc si elle a 30 ans, c'est à elle de savoir. Maintenant, si on a des soupçons, moi je crois qu'avec un bon thérapeute, une bonne thérapeute, on peut trouver quelque chose parce que, comme je disais, on n'a pas de souvenir, mais on a de la mémoire. Ça veut dire que, par exemple, dans les rêves, si c'est passé quelque chose avec le maçon, ça sortira un jour. Et moi, en général, quand il y a des choses comme ça, je me fie pas sur un rêve, mais quand vous avez 10 rêves qui disent à peu près la même chose, alors là, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai une option, ça pourrait être ça, parce que c'est pas rien. Vous dites, vous avez un doute sur ce maçon, et ça arrive malheureusement. C'est-à-dire des gens comme ça qui sont tout le temps à la maison. Il y a bien un moment où il était peut-être seul avec votre fille.
Vous voyez? Mais dans ce cas-là, il faut que ça soit elle qui s'en empare, qu'elle ait Bien envie sûr. de s'en emparer et qu'elle ait en plus, qu'elle puisse trouver un thérapeute qui prenne en charge ça de façon sérieuse, mais en même temps qu'il le fasse. Pas qu'ils disent, ah bah il y a des faux souvenirs, on laisse tomber, quoi. Et puis on vient de parler de l'écriture, Valérie. Peut-être que vous pourriez lui dire, tu devrais écrire un manifeste contre les hommes. Ça calmerait un peu ta colère et tu verrais plus clair. Et puis ça serait intéressant. Enfin, je sais pas, vous voyez, pour qu'elle puisse mettre des mots sur cette colère, justement. Oui, parce que tout ce que les auditrices ont dit, c'est quelque chose dont elles parlent, c'est-à-dire pas vouloir d'enfants, pas vous. J'entends bien. Vous voyez, il y a tout ça qui me fait que ça m'interpelle, parce que je me dis bon ben. Voilà, et nous, le rôle de parents. Est-ce que vous avez souvenir, après que le maçon ait été chez vous, si votre fille a eu des moins bonnes notes à l'école, si elle a eu des changements alimentaires, non, ou pas d'anorexie, non. Non, mais pas jusqu'à l'anorexie, elle n'a pas fait refait pipi au lit, par exemple, ou des. Non. Bon, donc on n'a pas de, vous voyez, on n'a pas un symptôme vraiment clair. Par contre, oui, au niveau de ses règles, c'était, mais bon, j'en avais parlé un jour avec Christian Jamin, mais il m'avait dit de consulter parce que je trouvais qu'elle avait quand elle était comme ça avec ses règles, elle avait des montées d'adrénaline qui étaient, enfin. Alors moi, j'avais mis plutôt sur ce plan-là en me disant c'est hormonal. Et en fait, je pense qu'on se s'est trompé de, voilà. Donc il faut qu'on fasse un travail, il faut qu'elle fasse un travail. Il faut que c'est elle, hein, c'est quand même elle est adulte. Elle est majeure, il faut que c'est à elle de le faire. Mais vous pouvez peut-être la conseiller, lui dire qu'elle peut le faire. Merci beaucoup. Je vous en prie, Valérie, on fait ce qu'on peut. Merci à tous, merci à toutes plutôt, et merci surtout à vous, Bruno Clavier. Je rappelle vos 2 livres, hein, L'inceste ne fait pas de bruit et Ils ne savent pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles. C'est aux éditions Payot. Demain, on sera avec Eric Allaire, et puis tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.